Dans le podcast de cette semaine, c'est Jeux de rôle avec Dédé Schütz et nous vous parlons de section recherche artefact. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et nous nous retrouvons pour l'émission de Jeux de rôle en compagnie de Dédé Schütz. Comment vas-tu Dédé ? Écoute, ça va moyen, mais comme on dit en mai, fais ce qu'il te plaît. Je vais dire que ça va bien. Ok. Pour pas te déprimer nos auditrices et nos auditeurs. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, ça me donne la tonalité. Est-ce que c'est parce que tu as été au festival de Kaiserberg et non, pas du tout. c'est mal passé non, justement, t'y es pas allé. Justement, j'ai pas pu y aller. J'ai fait de la maçonnerie, j'ai monté un mur à la place. Donc voilà, c'était deux salles, deux ambiances. Hein. C'était... Je comprends, je compatis. C'était un GN de maçon, pas de franc-maçon, ah oui, d'accord, de okay. maçon. Non, de maçon, ouais, c'est ça. Bon, moi, je viens d'être... Alors, il faut savoir que quand même là, il y a Manaya qui vient de sauter sur le bureau. Elle est en miaulant, je sais pas si ça sera entendu, mais elle a rappliqué. Tu vois, elle entend qu'on enregistre, elle vient nous surveiller direct. Ah, bah, voilà. Et toi, la pêche ? Alors, non. Parce qu'il fait un temps du mois de novembre. J'ai passé un très bon grand week-end prolongé, mais j'ai le contre-coup du retour, tu vois. Ah, c'est ce truc ça. un peu où t'es un peu déprimé. Et alors, surtout, je me suis fait quand même c'est la honte. Je me suis fait une frayeur toute seule. Je me suis dit, mince, c'est demain. Enfin, après-demain, à partir du moment où je me suis donné la limite pour faire les déclarations d'impôt sur le revenu. Mais en fait, c'était pour les gens qui font papier et tout. En fait, j'étais encore large et tout. Je suis mise un stress toute seule en mode, waouh, mais qu'est-ce que comment j'aurais pu louper ça, la honte et tout. 10% de 10 millions que tu dois payer, ça va faire, oh là là. Bah ouais, ça, avec tout ce qu'on touche avec le podcast, tu comprends. Ouais, oui, c'est ça. Non, pas du tout. Bon, bah écoute, on va commencer parce qu'on a quand même on a pas mal de news, j'ai l'impression. Mine de rien, on arrive toujours à trouver plein de choses à dire d'intéressantes. Alors, on va commencer par une news qui reprend un post de Thomas Munier sur son blog qui s'appelle Outsider, où il nous dit qu'il a créé une encyclopédie de jeux de rôle. Donc il y a aussi une petite vidéo, il y a le lien vers la vidéo YouTube qui dure environ une demi-heure, où voilà, il explique un petit peu le concept. Et en fait, ouais, c'était une démarche qu'il avait dont il avait déjà parlé, mais qu'il n'avait pas encore abouti. Et puis voilà, il continue en fait à avoir faire une sorte, une encyclopédie du jeu de rôle. Mais la question, c'est toujours la question de l'exhaustivité. Voilà. Il dit que le glossaire du jeu de rôle de Wikipédia comporte 150 notions. Je sais pas, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question sous cet angle-là, en fait. Et puis, il y a plein de liens intéressants aussi qui sont dans l'article. On mettra le lien vers le site de Thomas Munier, bien sûr, dans le billet. Je vais enchaîner sur un jeu dans la tradition arthurienne de la recherche du Graal, qui s'appelle Dans l'ombre d'Excalibur. Et c'est Chris Dock qui nous propose ce jeu de rôle. C'est un jeu de rôle un peu dérivé de Brindlewood Bay, ça on aime bien, où on incarne des femmes qui cherchent le Graal. Donc voilà. Ouais, je crois qu'on en avait parlé une fois déjà du concept. Oui. Je sais plus, ça me dit quelque chose. Ouais. On avait parlé. Il y a une V2. Voilà, Chris un peu retravaillé dessus. Il y a une V2 qui est sortie. Et ça a l'air très très. Enfin, on avait déjà dit, ça nous avait tapé dans l'œil. C'est un jeu qu'on aimerait bien jouer. Je sais qu'Elodie aussi, elle avait beaucoup aimé le concept quand on en avait parlé, quoi. On continue encore avec Thomas Munier qui a sorti sur Itch.io un jeu de rôle qui s'appelle La Maison Hantée. C'est un jeu de rôle sans MJ qui est asymétrique. Ça fait partie de ces gammes de jeux de rôle en une page, qui sont des jeux de rôle avec quand même des concepts très ramassés, mais souvent des concepts assez forts pour que ce soit assez efficace. Et alors bien sûr, comme toujours, les jeux que propose Thomas Munier se développent dans l'univers de Milvaux, mais en réalité, on peut toujours aussi faire à côté. Enfin, ce n'est pas une obligation forcément de l'intégrer là-dedans. Voilà, donc évidemment, l'idée, c'est qu'on se trouve refuge dans une maison hantée
il y a une barrière qui nous empêche d'en ressortir et qu'il va falloir survivre à la nuit. Okay. Voilà. Et il y a quand même une petite phrase qui est assez amusante, enfin en tout cas intéressante. C'est que il est bien précisé que les règles sont suffisamment ambiguës pour laisser aux joueuses finalement beaucoup d'interprétations dans ce qu'elles vont faire. Donc c'est voilà, toujours des choses qui nous plaisent, ce genre de concept. Ouais, et la fin du jeu, donc j'ai bien aimé. Le jeu se termine quand quelqu'un annonce que l'aube est arrivée ou quand tout le monde est mort. Ça, ah oui. ça laisse... Si tout le monde est mort, comment on peut l'annoncer finalement? C'est ça. C'est une question. Donc en fait, il faut survivre. Il faut essayer de survivre à la nuit, tout simplement. Voilà. Mais ouais, ça a l'air vraiment toujours très intéressant. Et puis, on peut retrouver aussi tout l'univers que Thomas Munier développe depuis déjà plusieurs années, l'univers de Milvaux. Alors, pour changer de la maison hantée, parce que les maisons hantées, on n'aime pas trop ça, je vais t'emmener au pub. Ouais, tu te doutes bien que ça va pas être très difficile de me convaincre. Hein. Avec Pub O'Clock, un jeu de rôle solo dans lequel on va faire notre journal de tenancier de pub. Cool. Donc voilà, donc la journée, les gens te racontent leurs histoires leurs anecdotes et tout ça. Donc toi, tu leur sers à boire et ils te racontent des trucs. Et le soir, tu devras écrire voilà, dans ton... Tu devras raconter un peu les histoires je trouve ça génial. Des gens de ton bar, quoi. Donc ça me plaît bien, tu vois, de tenir un petit bar comme ça et d'écouter les brèves de comptoir des gens dans les pubs. Ah mais de toute façon c'est ce qu'on dit, hein, c'est que c'est des cadres où les gens peuvent se permettre de dire beaucoup de choses qu'ils ne diraient pas forcément. Enfin voilà, dans un cadre tout à fait un cadre plus classique ou plus conventionnel. Je trouve que l'idée est assez drôle, quoi, effectivement, quoi. Le barman, c'est souvent aussi un peu un psychologue, voilà, pour un soutien moral et tout ça, et soutien avec la bière. Ouais, c'est vrai que souvent on dit ça. On dit que je crois qu'on dit les chauffeurs de taxi et les barman, c'est les plus. C'est parmi les professions où hormis les vrais psys, hein, c'est parmi les professions où tu recueilles comme ça les comment dire, les confidences, des confidences et tout, parce que souvent il y a peu de chances que tu revois forcément. Bon, le pub, si c'est le pub de ton village, tu vas finir par les revoir, mais sinon voilà. C'est vrai qu'il y a cette idée qu'on peut s'asseoir au comptoir et parler, mais raconter toute sa vie en fait finalement. Puis, si on revient jamais. C'est pas bien méchant, quoi. Ouais. Bon, moi, j'avoue que ça m'est jamais arrivé, ça, de raconter ma vie comme ça. Pourtant, j'aime bien raconter ma vie, mais pas... Pas au barman. Non. Je trouve que les chauffeurs de taxi, c'est un peu plus facile parce que t'es dans un cadre qui s'y prête. En fait, souvent, toi, t'as rien à faire qu'à attendre que le temps passe, donc tu peux être ramené à papoter, quoi. T'es plus enfermé aussi, c'est plus le huis clos, quoi. Oui. Alors que le bar, tu y restes parce que tu veux bien, quoi. Oui, c'est sûr que le taxi, c'est plus dur de sauter en marche, surtout si t'as valisé dans le coffre. C'est comme cette vidéo que j'ai vue sur Instagram où c'est le mec qui dit: punaise, il est vraiment trop dur cet escape game. Mais c'est pas un escape game, c'est juste un bar. Ouais, mais quand même. oui, je l'avais vu, ça. Je l'avais vu aussi, ce truc-là. Ouais. Alors, on va continuer avec un sujet moins rigolo. Là aussi, c'est sur Itch.io. Et c'est un guide qui est publié par Silfel, en fait, qui va traiter du racisme et du fait qu'on a même... on peut avoir tous et toutes des comportements racistes sans forcément en avoir conscience, dans le sens où ça va être l'expression de préjugés ou bien d'idées reçues, d'idées toutes faites, de stéréotypes. Ça veut pas dire que c'est intentionnel, évidemment, mais il n'empêche que on peut toujours essayer de remédier à ça. Déjà de s'interroger sur nos biais, nos stéréotypes, et essayer d'y remédier. Et donc c'est un guide qui est proposé, qui a pour but justement d'éviter ce type de comportements qui sont issus en fait du racisme systémique de notre société, pour le cadre en fait du jeu de rôle sur table, ou bien encore des grandeurs nature, quoi. Il y a aussi une phase de témoignage
parce qu'il y a eu aussi une phase pour écrire ce guide d'enquête auprès de personnes qui étaient victimes de ce genre de comportement. Et puis aussi, il y a un test qu'on peut faire passer au jeu pour vérifier si on n'a rien oublié sur ce côté-là, si on a été suffisamment vigilant pour pas reproduire ce type de comportement. Ok, j'enchaîne avec une gamme de jeux. Alors, on m'a dit que, j'ai vu que ça existait depuis un petit moment. C'est chez les 12 singes. C'est la gamme Initiative. Alors, Initiative point d'exclamation, on pourrait les dire. Mm-hmm. C'est une gamme de jeux qui se veut facile à prendre en main, avec peu de pages, un univers assez restreint, et pour pouvoir rester, aller direct au cœur de la préparation, au cœur de l'action, quoi. Avec peu de préparation. Et donc il y a deux dernières aventures qui sont sorties. Il y a Mania où on joue des individus ordinaires qui se retrouvent brusquement dotés de capacités extraordinaires, dépensant de loin le commun des mortels. Ok. Et donc on va suivre une histoire de boucle temporelle, si j'ai bien compris, quoi. Et la deuxième, c'est le cabinet des murmures. Mm-hmm. Donc là, on est plutôt au début du 19e siècle, je crois. Début du 20e, non, plutôt, non, je dirais. Oui, début du 20e. Belle époque, c'est ça. Fin 19e, début 20e. Donc voilà, où on a une Europe alternative où Napoléon a gagné, et c'est l'Empire français qui règne un peu en Europe. Donc si vous voulez suivre cette uchronie, voilà, un petit truc un peu avec un peu de l'occulte aussi dans celle-là. Très bien. Moi, je vais te parler maintenant d'un financement participatif qui est sur Ulule, et je pense qu'il n'est pas encore terminé, pour un jeu qui s'appelle Mysteria 1920. Donc c'est un jeu de collaboratif de création narrative pour 2 à 5 joueuses, dans lequel on va jouer des occultistes dans la France des années folles. Tu t'en doutais, parce qu'avec 1920, il y avait un petit indice. Et donc le but, c'est de révéler les secrets ésotériques qui régissent le monde. Donc en fait, c'est des parties assez courtes, hein. C'est prévu pour des parties d'environ 45 minutes. Et on va utiliser, en fait, c'est un système de cartes qui vont permettre d'apporter de l'inspiration pour les récits qu'on va créer. Donc je pense que c'est moins du jeu de rôle que j'ai l'impression que plutôt vraiment de la narration, tu sais, comme ce qu'on peut retrouver avec des jeux comme un peu pour la reine. Ouais. Pour la reine, ouais, voilà, ça a l'air d'être plus sur le concept. Et puis je pense que de ce que j'en ai compris, c'est quelque chose qui est quand même assez entre guillemets simple à prendre en main, en tout cas pour de se l'approprier. Mais il y a quand même aussi, on résout quand même les actions avec des jets de dés, hein. Donc on est un petit peu plus que dans du pur narratif, on fait que se raconter des choses, quoi. Donc voilà, le financement, donc c'est sur Ulule, je disais, et au moment où je te parle, il reste 40 jours. Donc ouais, ça se finit ça fait un peu le truc du Christ, tu sais. Je disais parce qu'on vient de se taper, là on est en pleine entre l'Ascension et la Pentecôte là. Donc je pense que quand les auditeurs écouteront, ça finit le 26 juin, ils disent. Donc on a le temps. Oui, donc vous avez largement le temps d'aller vous intéresser au projet, effectivement. Moi, j'enchaîne avec un article de Ludogami, très, très intéressant, que j'ai trouvé, qui s'intitule « Le jeu de rôle indépendant et alternatif interro-fertile ». Interro-fertile, c'est mignon. Voilà, ça fait un petit panorama sur le jeu de rôle indépendant, et voilà, pour vous, avec des exemples, et pourquoi, voilà, ce que c'est voilà, le jeu de rôle indépendant, ça permet... ce que ça change de Donjons et Dragons, quoi. C'est pour voilà, il y a un petit, voilà, ils expliquent un peu ce que c'est, et ils donnent des exemples et tout ça. C'est pas mal, quoi. On retrouve voilà tous les jeux dont on a parlé. Il y a des jeux de comme Martin, il y a des jeux d'Avri Alder, voilà. Donc
c'est un bon panorama, j'ai trouvé de cet article, et ils mettent des liens aussi vers des éditeurs. C'est pas vraiment des éditeurs, mais des auteurs qui travaillent à des projets qui sortent un petit peu de l'ordinaire, du cadre. Ça rejoint pas mal quand même beaucoup de jeux dont nous-mêmes on a, sur lesquels on essaye un peu de discuter ou de présenter quand il y a des nouveaux projets. Que ce soit, comme tu disais, il y avait Milouche, comme Martin, Avrialder, et puis tous ces éditeurs et éditrices qui viennent plutôt du réseau indé, je pense. Et c'est donc le site, c'est sur Ludogabi, c'est ça que tu disais, c'est un article de Romain Pichon-Sainte. Oui, voilà, sur le site. Il y a d'autres articles assez intéressants sur son site. N'hésitez pas, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très bons articles. En général, en dehors même du jeu de rôle, parce qu'il y a beaucoup d'articles aussi sur le jeu de société, il y en a qui sont vraiment... la plupart de ces articles sont très intéressants, ouais. On continue avec, un jeu toujours sur Itch.io. Itch.io, c'est vraiment notre repère. C'est un peu notre pub. Ouais, c'est un peu notre pub. Je pense que c'est dangereux parce que arrive un moment où tu dois régler ton addition. Tu sais, c'est un peu comme ça. Tu mets dans ton panier, tu mets dans le panier. Bah oui, à un moment, tu valides tout. Ouais, c'est ça. Tu mets un petit jeu à $4, une bière à $4. Oui. C'est ça. Hop, une autre ça. et une autre. Et à la fin, on a quand même sorti beaucoup en fait. Oui, tu te dis, c'est un peu, c'est l'heure de l'happy hour, c'est que $2. Oh, c'est name your own price, c'est le pourboire, c'est pas grave. Hop, bim. À la fin, t'as tu te dis que t'as un petit peu dépensé dessous quand même, mais bon. Franchement, c'est toujours des super projets à aller découvrir sur Itch.io. Donc là, c'est un jeu qui est proposé par Guillaume Jantet. Alors, le titre est énorme et le visuel, moi, j'adore aussi, alors, on pourra se foutre de mon anglais, mais là, c'est un peu fait exprès. Ouais. The Attack of the Autruche synthétique. Donc, on comprend tout de suite que ça va être assez rigolo quand même. Donc, forcément, il y aura des autruches. Et c'est un jeu de rôle d'horreur un peu, plutôt qui se prend pas au sérieux. On n'est pas dans de l'horreur, cosmique à la mythe de Cthulhu qui fait vraiment flipper, quoi. Non, là, c'est vraiment, ça va être beaucoup plus, on est beaucoup plus dans aussi un petit côté parodique. Donc, c'est un jeu pour 3 à 5 joueuses, sans MJ et sans préparation. On va jouer des one-shots qui pourront durer, en gros, 1 à 2 heures. Et donc, c'est là aussi, on va découvrir le sort d'un groupe de survivantes dans une cabane au fond des bois qui sont cernées par des autruches tueuses. Voilà. Donc, on voit tout de suite, on va beaucoup jouer avec les codes du slasher movie, mais aussi... Et en lisant le pitch, là, ça m'a rappelé, parce qu'il y a un film d'horreur qui est très très connu, qui est un film des années 60 qui s'appelle La Nuit des Morts Vivants, etc. Et moi, j'avais vu une parodie. Ne me demande pas pourquoi ils avaient appelé ça La Nuit des Toasts Vivants. Et c'était des gens qui étaient donc cernés dans une maison comme ça à un moment par des toasts, mais tu sais, des toasts qui sortent du grille-pain, quoi. Ouais. Et ne me demande, je n'ai jamais trop compris à quel moment quelqu'un a eu cette idée. Parce que quand tu vois les toasts, tu sais, qui rampent dans l'herbe autour de la maison, c'est un peu, c'est juste super ridicule. Mais ça, à l'époque, je sais pas, j'étais ado, peut-être, je ne sais pas, que j'avais peut-être pas une époque où il m'arrivait de consommer, je ne sais pas trop quoi, mais ça m'avait fait beaucoup rire, figure-toi. Voilà. Et donc là, c'est des autruches synthétiques. Donc ça a l'air très drôle, quoi. Et c'est marrant, ça fait 2 jeux où on doit survivre à la nuit. Mais pas dans la même ambiance, hein. C'est pas la même ambiance exactement. Voilà. Ok. Et vraiment, allez regarder, rien que le dessin qui accompagne et tout est vraiment génial, quoi. L'autruche, elle est assez excellente. Oui, déjà elles sont roses, les autruches. Ouais. Déjà, ça fait flipper. Moi, je continue avec une jam de création. Oui. Sur le Discord de la Fabrique de l'Imaginaire. Alors, c'est eux qui sont derrière l'édition française de Brindlewood Bay. Oui. Donc, durant ce mois de mai, vous pouvez proposer des scénarios pour Brindlewood Bay. Et donc, j'en ai vu passer notamment un qui s'appelle Mavenborg.
qui se veut un mélange entre l'univers de Morkborg, je sais pas si tu connais, on en a déjà parlé, hein, donc, qui est assez violent et dark, et voilà, et un peu de Brindlewood Bay. Alors, moi, D'accord. Je suis. C'est un petit peu les deux extrêmes, donc. Et tu sais si après comment ça va se passer pour ce qui ressortira de la Game Jam, en fait, ça va se finir sur Itch.io, c'est ça que tu es en train de m'expliquer encore. Oui, voilà, les gens le mettent sur Itch.io ou sur le Discord. Vous pouvez aller sur le Discord, télécharger directement le PDF. Bon, on mettra le maximum d'infos pour aussi pour rejoindre le Discord. Oui. Ouais, j'ai commencé à rejoindre ce Discord pour un petit peu voir un peu ce qui se passe sur Brindlewood Bay, et le Discord est assez actif. Donc je vous conseille si. Et toi, tu participes pas, toi qui fais des jams maintenant? Non. Non, j'étais pas inspiré sur ce coup-là. Ok. Et maintenant que j'ai lu ça, tu vois, ça met la barre vraiment haut pour faire des mix. Ouais, c'est ça. Oui, j'entends. Ouais, je comprends. Ouais. Et alors c'est marrant parce que tout à l'heure tu parlais d'un monde uchronique dans lequel on avait Napoléon qui avait gagné à Waterloo. Ouais. Et justement, il y a un autre jeu de rôle qui est actuellement, on peut télécharger le kit de découverte d'un jeu qui s'appelle Empire, qui est proposé par Entremonde Éditions. Alors, si je dis pas de bêtises, les auteurs sont Quilin Masson et Esteban Mathieu. Donc voilà, là aussi on va être dans un monde uchronique dans lequel Napoléon, là encore, n'a pas perdu, n'a pas été exilé, et donc le sort de l'Europe est complètement différent. Et on va incarner, en fait, on est en 1818, donc pas si longtemps après. Et il va y avoir évidemment du surnaturel, et on va, en gros, si je comprends bien, travailler au service de Vidocq. Donc voilà, on va devoir faire face à des forces surnaturelles et inexplicables. Donc le kit de découverte est téléchargeable. Je crois que le jeu est sorti le fin mars, quelque chose comme ça. Donc voilà, encore un projet à suivre. Entremonde Éditions, c'est ceux qui avaient sorti The Heist, qu'on avait bien aimé quand on avait joué. Ok, ouais, ça a l'air sympa. Alors moi, je continue avec un anniversaire. Alors, l'anniversaire de la Scénariothèque. La Scénariothèque a 30 ans. Et pour ses 30 ans, elle s'est payée un petit lifting. Oui. C'est bien dit comme ça. C'est bien. Donc, la Scénariothèque, je pense... Moi aussi, j'y songe, mais moi aussi, j'y songe. C'est un petit songe, je sais. Il y a des moments quand il y a certains réveils où je me dis, oulala, peut-être finalement, à 30 ans, j'y pensais pas, mais là, je m'éloigne un peu plus des 30 ans, moi aussi, je pense au lifting, je t'avoue. Oui. Donc, la Scénariothèque, je ne sais pas si vous y étiez, avant la refonte, mais c'est un site qui datait de 96 et qui faisait vraiment 96. Quand il y avait les liens vers... il y a des liens. Ils ont des milliers de scénarios pour tous les jeux, à peu près. Voilà, où les gens pouvaient proposer leur scénario. Donc pour leurs 30 ans, ils ont fait une refonte qui permet notamment d'avoir des pages d'auteurs qui ont proposé des scénarios avec des liens vers leur Itch.io et tout ça, où on peut maintenant la recherche est améliorée et tout ça. Donc ils ont un peu refondu leur truc pour que le scénario, le site ressemble un peu plus à quelque chose de son temps, quoi. Parce que c'était ça date de mec 96, Ouais, c'était mais bon, ils disaient plus de 9000 documents, quoi. Ouais, c'est... Pour plus de 600 jeux différents. Donc, ils prenaient dès le début l'absence de publicité et la gratuité, quoi. Un beau projet c'est toujours pratique si vous cherchez... parce que j'ai déjà cherché des scénarios. Moi, j'ai déjà fait jouer quelques scénarios de la Scénariothèque... pour des jeux, parce que souvent quand t'achètes, alors plus maintenant les aventures sont, ils proposent aussi des one shot,
Mais je sais que début des années 2000, quand t'achetais un livre, il y avait souvent une campagne dans le livre. Mais si tu voulais juste faire un one-shot, il existait souvent peu de matériaux, quoi. Tu avais un scénario one-shot dans le livre de base, et ensuite, tu n'avais pas forcément de supplément, ou si le supplément, c'était tout de suite une campagne. Et sur la scénariothèque, tu pouvais trouver des scénarios de fans qui étaient après c'est comme tout, il y en a des meilleurs que d'autres, mais ça permettait d'avoir des scénarios. Moi j'en avais fait jouer, alors souvent c'était juste un scénario sur Word tapé, et c'était pas t'as pas la belle mise en page comme les mises en page et tout, ouais. Voilà, comme si t'achètes un scénario du commerce, mais les idées sont là, et ça peut donner des idées sur des scénarios et tout ça. Et je sais qu'il y avait aussi pas mal d'aides de jeu aussi, des résumés de règles et ce genre de choses. Enfin, moi, je sais que je suis toujours très friand de la scénariothèque pour quand je joue. Ouais, et puis il y a le côté aussi, le fait de mutualiser, qui est cool dans l'idée aussi, en fait, dans ce que ça représente aussi, quoi. Oui, une communauté, c'est la vision du web des années 90, quoi. Ouais, exact. On va finir avec un financement participatif qui n'est pas lancé, mais qui va être lancé dans environ 1 mois, qui s'appelle The Blue Way, A Game of Lost Stories. Alors en fait, c'est un jeu qui est proposé par l'Université du Michigan, parce que figure-toi que j'ai découvert incidemment que l'Université du Michigan, elle avait une sorte d'antenne de publication de jeux et de jeux de rôle. Et que quand j'étais allée à la Gen Con, d'ailleurs, je les avais rencontrés, j'avais discuté un petit peu avec eux, et ils font ils proposent beaucoup de projets. Et leurs projets sont toujours des projets dans lesquels il y a quand même il y a eu un intérêt pour parler de sujets différents, parler de sujets qui sont pas les sujets les plus communément abordés dans le jeu de société ou dans le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour aller remplir une quête un peu classique, etc. Il y a toujours autre chose, et en fait la personne qui dirige en gros un peu la publication, enfin qui a un peu qui a la direction éditoriale, c'est Jason Morningstar, et Jason Morningstar, c'est l'auteur de Chronique d'un vampire millénaire, le fameux, que j'ai rendu à Rémi au passage, puisque j'ai vu Rémi il y a pas longtemps. Et donc là, ils proposent. Donc moi, j'ai déjà acheté un de leurs jeux quand j'étais là-bas. J'ai fait un pledge sur un de leurs jeux, donc je devrais recevoir bientôt, parce qu'ils arrivent quand même à expédier ça en Europe, ce qui est pas si mal. Et donc là, j'ai vu qu'ils proposaient ça, et là, le thème du jeu est quand même assez passionnant, puisque en fait, ils le disent clairement. Hein. Donc c'est un jeu narratif coopératif. Hein. C'est un jeu narratif qui est décrit comme sombre et brutal, dans lequel on va parler de colonialisme et d'histoire perdue. Donc tu vois tout de suite l'angle que ça peut prendre. Donc l'idée, c'est plutôt qu'en fait, on va jouer dans un setup où il y a eu une guerre. La région dans laquelle on va jouer a été envahie par un pays. Et en fait, nous, en gros, on va jouer les personnes qui ont été envahies, hein, ceux qui ont subi l'invasion. Mmh. Et en fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaye est-ce qu'on résiste aux envahisseurs ? Voilà. Ou bien est-ce que en réalité on va finalement laisser la vie civile reprendre ses droits, et puis accepter la domination. Voilà. En fait, ça aide beaucoup là-dessus, et en théorie, on joue plutôt des gens qui vont être dans la résistance. Hein. C'est un petit peu l'idée, quoi. Et il y a des trucs qui ont l'air quand même assez entre guillemets durs, hein, dans l'idée. C'est-à-dire que c'est pas, ça va pas être un combat héroïque. Du tout, hein. Enfin, on va pas faire, on n'est pas des super-héros qui résistons et tout, hein. Ça a l'air d'être beaucoup plus sombre, non pas tant dans l'univers que dans les problématiques face auxquelles on va se trouver confronté, quoi. Moi, j'avoue que le jeu pour le prix Lizzie Maggie, l'Université du Michigan, je la suis déjà un petit peu, parce qu'ils ont fait des jeux sur l'art, sur la relation à l'art, plein de choses vraiment intéressantes. Et si le jeu, là, je trouve le pitch très prometteur, à voir ce que ça va donner.
Mais j'avoue que moi, je suis très, très enthousiasmée par la proposition, parce que c'est un sujet dont on a souvent parlé. Hein. On a beaucoup de thématiques de guerre dans les jeux, mais rarement on parle du sort des populations civiles hein, qui subissent après les invasions et voilà. C'est pas les sujets qui sont les plus, c'est pas les points de vue les plus mis en avant lorsqu'on traite de la guerre ou des conflits dans les jeux, quoi. Est-ce qu'on a acheté des choses? Non, trop occupé pour acheter. Ouais, non, c'est vrai que là, en ce moment, on est raisonnable, c'est fou. Hein. Il y en a pas, j'ai pas beaucoup fait de jeux de rôle non plus, on va pas se mentir, hein, ces derniers temps. C'est peut-être lié. Ouais, je pense que ceci explique cela. Mais on a quand même eu le temps de jouer un petit peu, puisqu'on a pu finir un autre scénario d'un jeu dont on avait déjà présenté quand il avait été proposé sur Itch.io et on s'était dit qu'on allait y jouer, donc on va en parler un petit peu plus en détail, puisque nous avons joué à section recherche artefact. Alors je me souviens plus exactement, je crois que c'était en début d'année qu'on en avait parlé. Je sais plus si, je crois que c'était quand il y avait Com Martin qui était venu nous voir. Oui, possible, oui, je pense que c'était à ce moment-là. Un jeu qui est l'auteur, c'est Tort, qui habite à Rennes et du coup que j'ai eu l'occasion de rencontrer en plus à Rennes en jeu, qui a proposé ce jeu sur Itch.io et on avait dit qu'on aimait bien le concept du jeu et puis comme je crois qu'il avait déjà joué, il nous l'avait aussi recommandé et donc on s'est lancé il y a pas longtemps, on a fait une partie avec la fine équipe, j'allais dire, c'est-à-dire Elodie, Mad, Fred, toi et moi. Donc pour resituer un petit peu, section recherche artefact, c'est un jeu de rôle. Donc ça rappelle un petit peu Brindlewood Bay, je pense, d'un certain point de vue, puisque rien n'est figé en fait dans les enquêtes qu'on va faire et on va retrouver quelques petits points communs avec le système de Brindlewood Bay, mais qui reprend beaucoup le système en fait de Cthulhu Dark. Alors moi j'ai pas joué à Cthulhu Dark, je sais pas si toi tu y avais déjà joué, je crois pas. Hein. Non, moi non plus. Je crois qu'on était ignorants, toi comme moi. Oui, on était ignorants de ça. Mais je crois que le système qui est repris, c'est quand même ça c'est plutôt le système de Cthulhu Dark. C'est-à-dire l'idée qu'on va lancer des dés à 6 faces et qu'on garde le meilleur des résultats. En essayant de faire le montant le plus élevé, enfin le score le plus élevé. Et là, on va avoir un système de dés noirs et de dés blancs. On reviendra peut-être aussi en détail après. Donc ça, c'est un peu pour le système. On va se trouver dans une temporalité qui est alors une très contemporaine. Oui, c'est vraiment notre monde. Donc voilà, c'est là on n'est pas vraiment, voilà, on n'a pas à imaginer ce que c'est d'être une mamie. On peut être normal. On peut être comme on est dans la vie. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, en gros, c'est un univers plutôt post-année 2000. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de... Enfin, voilà, je pense que c'est pas forcément si daté que ça, mais on comprend bien qu'on est plutôt dans cette période-là. En plus, il y a une grosse inspiration aussi X-Files dans l'esprit, donc c'est plutôt... voilà, ça nous renvoie plutôt comme ça à partir des années 90, donc effectivement, ça va quand même faire écho à cet univers qu'on a, ces références, cet imaginaire collectif. Et puis on va aussi, ça fait penser du coup aussi un peu à Delta Green probablement, hein, qui est un jeu qui reprend les codes de Cthulhu dans une époque contemporaine. Et ça se passe en France aussi, parce que il y a pas tant de jeux de rôle qui se passent finalement en Europe, dans notre univers à nous, quoi. Enfin, un univers qu'on connaît géographiquement, en fait, qu'on peut vraiment se figurer parce que avec un système, enfin une organisation, un mode de vie des PNJ qui est ce qu'on connaît, et pas plutôt des jeux dans lesquels on est dans des univers américains, ce qui est quand même, je pense, le plus fréquent. Oui. Donc, en gros, les pitchs, on est des personnes, mais qui peuvent venir d'autres types de services. Enfin, on n'est pas des flics à proprement parler. Je crois que dans les pré-tirés qu'on avait pris, il y en avait une qui était flic, mais une flic enfin tout ce qu'il y a de plus lambda. Il y en avait un qui était
agent d'accueil, c'est ça? Toi, Oui. t'étais psychiatre? Moi, j'étais psychiatre et il y avait une cuisinière. Et donc, l'idée, c'est que vous êtes appelé par... On est des agents, dormants, des agents un peu secrets, quoi. Là, on a une deuxième vie, quoi, c'est ça. Exactement, ouais. Et vous allez être appelé par la Piston, qui est en gros le ou la MJ, hein, qui vous envoie en mission et à qui vous devrez faire votre rapport en fait en fin d'enquête, puisque finalement tout le scénario va se dérouler comme ça et se finit quand vous faites votre rapport à la Piston. Ouais, sur le système, on le disait, on va avoir donc les jets de dés avec des dés noirs. Et de mémoire, si c'est ton dé noir, vous savez que je suis très forte en termes de règles et que j'oublie assez vite. Voilà, c'est un peu des actes manqués, ça. Quand c'est le dé noir qui a la valeur la plus élevée, il t'arrive un problème, en fait. Et pas tes dés blancs, parce qu'on va avoir... mais on n'a pas toujours de dés noirs au tirage, mais on peut avoir des dés noirs. Et puis, en fonction de ce qu'on va faire, on va récolter des indices. Et ces indices, c'est eux qui vont nous aider à faire notre théorie, en fait, à la fin. Là, on retrouve vraiment l'organisation à la Brindlewood Bay, quoi. Nous, on a fait le premier scénario, celui qui est recommandé, en fait, pour démarrer. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était moi qui faisais votre piston. Je trouve le jeu est pensé de façon très cinématographique parce que on commence un peu par une scène d'introduction qui est un peu comme si c'était pré-générique, etc. Enfin, il y a vraiment les idées on joue des scènes donc avec des fondus, un peu comme s'il y avait des fondus au noir entre chaque scène importante. Je sais pas si toi vous l'avez ressenti comme ça en jouant. Oui, on sent bien en fait, quand on joue des scènes comme pourraient être les scènes d'une série, alors on serait plus sur de la série parce qu'il se passe moins de choses que sur un film. Mais voilà, des séries d'enquête où il y a d'abord un petit pitch, un petit pré-générique qui nous annonce un peu de quoi ça va parler. Et après, on arrive et on enquête directement en se servant. Voilà, on se sert de ce pré-générique pour se dire voilà, qu'est-ce qu'on a vu. Parfois, le MJ met un petit truc. Voilà, nous, c'était des gâteaux Royal Blue. Qui était disséminé au centre du mystère. Voilà, et du coup on l'a repris. Enfin, c'est des choses qu'on peut reprendre pour le mystère. Donc ça permet déjà de donner un petit cadre, de dire de donner une petite ambiance aussi un peu étrange. Alors bon, là dans le cas là c'était étrange, mais bon je pense que c'est pas forcé. Mais de donner une petite ambiance étrange avant de commencer pour dire voilà, c'est normal, mais finalement une personne a disparu. Ouais, c'est ça. En fait, la partie, le fait de dire que tu vas avoir du surnaturel, effectivement, c'est pas une obligation que tu sois dans le surnaturel. En fait, il peut y avoir quelque chose comme ça, une irrégularité, enfin vraiment, voilà. Mais c'est pas du tout une obligation. C'est peut-être tu choisis presque, enfin c'est plus tu choisis si tu veux l'intégrer ou pas, mais voilà, il y a pas c'est pas une nécessité, ce qui laisse peut-être aussi donc tu peux tomber vraiment dans l'enquête plus rationnelle, peut-être un peu plus ambiance polar, comme tu peux tomber plus vers du X-Files avec toujours le côté où tu peux aussi jouer là-dessus sur entre les personnages qui vont peut-être être plus les joueuses qui auront envie d'être plus Mulder et puis celles qui auront envie d'être plus Scully, quoi. Tu peux faire ça, quoi. Ou comme dans les séries, en général, dans les séries, même pas les séries fantastiques, des séries d'enquête simples, il y a toujours à un moment donné, dans une saison, pas les premières saisons, mais à un moment quand ils commencent à jouer avec la série, où il y a un épisode où il y a un truc mystérieux et on sait jamais est-ce que c'est vraiment mystérieux ou est-ce que finalement ça pourrait être rationnel, mais il y a toujours un petit indice qui te dit peut-être que c'était quand même mystérieux et tout ça. Ouais. C'était plus dans cette ambiance-là que je l'ai ressenti. Moi, j'ai vraiment bien aimé le fait de jouer. Alors là, on jouait un scénario qui se passait à Rennes. Moi, j'ai trouvé ça aussi très cool de pouvoir explorer parce qu'en fait, je crois qu'on a été vérifié en plus on pouvait se servir d'éléments réels qu'on connaissait entre guillemets pour pouvoir, à l'appui de ce qu'on a fait,
mais limite prendre les bus ou des trucs comme ça. Enfin, c'était vachement plus à notre portée finalement d'utiliser la réalité, quoi. Tu sais, d'aller regarder vraiment sur Google Maps où est telle zone, où est telle adresse et tout. Donc ça, il y a un plaisir aussi de ça. Et forcément, là, c'était comme ça et on l'a pris tel quel. Mais je pense que tu peux faire les scénarios, tu peux décider de les faire se passer n'importe où en France, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est ton choix. Donc je pense que tu peux, un peu comme tu sais quand tu jouais dans pas Tales from the Loop, mais l'autre où tu peux jouer, il y en a un tu peux jouer en France en fait. Il y avait eu un supplément où tu jouais en France. Oui, il y avait un supplément les années 80 ou 90 voilà, c'est en ça, France. Donc ça peut être aussi super marrant de s'approprier finalement quelque chose qu'on connaît, quoi. Ouais, exactement, une géographie, des villes, où on a des vraies références, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Le système, il y avait par moments, c'était pas si bon. Moi, j'ai eu des moments où je trouvais que c'était un peu, c'était quand même, c'est plus compliqué quand même que je trouve que Brindlewood Bay, par exemple, de se l'approprier. Je pense qu'il y a quelques trucs que j'ai pas bien fait, clairement. Ensuite, on était sur un one shot, donc peut-être, puis c'est le premier, donc je me suis dit bon, on va déjà privilégier l'histoire et l'histoire et puis les règles principales, et peut-être qu'il y a des petits détails qu'on n'a pas gérés. Je pense aussi qu'on a eu on a fait en 3 séances, il me semble, et il y en a eu 2 qui ont été assez éloignés, et où je pense qu'on a peut-être un peu perdu le fil, j'ai l'impression, sur certains trucs, et notamment sur le fait des irrégularités. Comment on gère l'apparition du paranormal. Je pense que j'ai dû oublier des trucs quand on l'a fait. Parce qu'il y a quand même, c'est pas un jeu en une page, tu vois. Pas du tout, hein. Le document que tu achètes, en fait, quand tu prends sur Itch.io, c'est un PDF, c'est assez conséquent en nombre de pages. Alors, il y a des exemples, il y a les scénarios et tout, mais c'est quand même un petit peu plus lourd que certains jeux qu'on a pu faire où t'as juste un setup et voilà. Où ça tient en quelques pages. Ouais. Et même, j'ai trouvé ça plus difficile, en fait, que Brindlewood Bay, tu vois. Je sais que si on y rejoue, ce que j'aimerais bien, parce que j'ai bien aimé le cadre, faudrait vraiment que je rentre plus dans les règles, plus de façon... qu'on se fasse une petite tête de jeu pour résumé de règles pour nous aider tous à suivre ça, Ouais. Je sais pas si toi, de ton côté, t'as trouvé que c'était... Non, après... En termes de règles, plus compliqué. Après, on n'a pas fait trop de tests non plus. On n'est pas du genre à faire beaucoup de tests dans notre truc. On a plutôt privilégié les scénettes de plus la création de scènes et tout ça, plus que on n'est pas du genre à jeter beaucoup de dés. Non. Ouais. Non, c'est vrai que nous on privilégie toujours plus la narration et la création de l'univers commun plutôt que de faire sanctionner tout le temps au jet de dés les choses. Ça, c'est vrai que c'est un peu notre façon de jouer. Donc, ce qui explique aussi, je pense qu'on a un peu plus de détachement sur le fait de connaître les règles. Mais j'ai trouvé ça. Tu vois, je me dis, ça, c'est un peu mon seul petit ton bémol. Truc, c'est qu'il y a mon bémol, c'est que j'ai pas su. Après, ça vient, c'est peut-être aussi moi. Hein. Mais j'ai eu plus de mal, tu vois, à m'approprier j'ai le sentiment qu'il y a des trucs sur lesquels j'étais obligée de faire des choix et de un peu dire tant pis, je mets ça de côté pour un premier scénario, quoi. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même les amorces de scénario, elles sont vraiment assez quand même détaillées. Donc on a pas mal de choses. Hein. On a quand même pas mal de billes, quoi, pour commencer, quoi. Ouais. Mais je pense qu'après c'est un bon truc c'est comme tout, c'est même quand tu fais un podcast, l'intro est souvent beaucoup plus écrite et après ça part en live, mais voilà, donc si tu as une bonne intro déjà ça te permet de capter les joueuses, tout le monde est intrigué par cette intro et on peut commencer, les gens sont ils sont happés par le truc, quoi. C'est tout de suite. Ouais. Et donc ça, je pense que c'est pas mal que ce soit assez détaillé, quitte à après laisser libre cours aux joueuses pour la suite de la résolution, quoi.
Ouais, carrément. Après, moi, j'ai trouvé que sur l'histoire, effectivement, les directions dans lesquelles on était partis, on a beaucoup... c'était vraiment barré. Hein. Je trouve qu'il y avait... ça permet quand même... c'est des univers qui permettent aussi de faire des choses barrées, alors même qu'ils étaient dans un truc très réaliste et très contemporain. On a eu quelques petites perles dans les créations, quoi. Ouais, quelques fous rires. Même si... Alors, je pense que c'est plus moi, mais au début, j'étais un peu... j'ai eu du mal à rentrer dedans. Est-ce que j'ai été justement perturbé parce que c'était trop proche de ma réalité? J'ai pas l'habitude, tu vois, parce que je fais beaucoup de médiéval fantastique ou de choses où justement ça sort un peu de notre réalité qu'on connaît. On a toujours des mondes un peu différents. Et là, c'était vraiment notre monde. Alors, d'une part, c'est bien parce que tu te dis pas est-ce que ça existe? Est-ce qu'ils ont des... Oui. Est-ce que tu as un téléphone portable? Oui. Tout est comme chez nous, quoi. Ouais. Mais d'un côté, c'est un peu de rentrer dedans, de se dire ok, mais c'est ma réalité, mais je peux en faire ce que je veux. C'est quand même... Ça m'a pris un petit moment pour rentrer dedans, mais je pense que c'est plutôt personnel que lié au jeu, mais voilà, c'est... Ouais, je comprends. C'est vrai qu'on oscille entre quelque chose du coup d'être très réaliste et on a moins peut-être que ça crée une barrière aussi inconsciente, quoi. Mais oui, j'ai trouvé qu'au début c'était un peu ça on mettait du temps à rentrer dans le truc. Il y avait une forme de comme si on hésitait un peu sur le ton qu'on allait donner à notre alors que Brindlewood Bay, c'est sûr que tu pars tout de suite dans quelque chose qui est assez fun. Oui. Parce que en plus je pense qu'il y a tout un ensemble de choses. Parce que le Cozy Murder, c'est aussi c'est des ambiances alors fun dans le sens où t'as des meurtres monstres horribles qui surviennent tout le temps dans le même village, mais il y a un côté presque un peu décalé à ça. Alors que là, t'es dans un univers qui peut être potentiellement plus sombre, plus réaliste, un peu plus rude, un peu plus rugueux. Donc, tu le joues pas exactement pareil, surtout au début, quoi. Bon, après, on est un peu plus parti dans... c'est un peu plus parti en cacahuète, mais c'est pas... On aborde... Forcément, tu peux pas aborder exactement dans la même... sur le même ton, en fait, à la partie que tu vas faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, je sais pas, je pense que ça... Dans l'ensemble, on a tous... moi, j'ai l'impression qu'on a tous bien aimé... l'intrigue et surtout, je pense, l'évolution. Comment on a réussi à s'approprier de plus en plus le jeu et l'univers, enfin l'ambiance, etc. J'ai senti on le sentait et je pense qu'effectivement, si tu joues plusieurs scénarios, tu consolides en fait ça aussi. Le fait d'avoir que ce soit le même groupe, etc. Tu dois pouvoir réutiliser des choses que tu as vues d'un scénario à l'autre, quoi. Ouais, je pense que c'est... tu peux aller un peu plus loin sur de la création, sur les liens entre les personnages. Là, c'était une première affaire. On n'a pas trop géré les liens entre nous. Qu'on pourra peut-être... on est resté un peu... parce qu'en plus, il y a tout un système qui fait que si tu rates tes jets ou si tu as des dégâts et tout, ça fait diminuer tes scores. Et en fait, tu as des sortes de tocs ou de mauvaises habitudes qui prennent de plus en plus dans la place dans l'existence de ton personnage. Et ça a des incidences sur le groupe. Or, forcément, ça, dans un scénario, il y a peu de chances, je pense, que c'est difficile que ça arrive. Donc, je pense que l'intérêt de garder le même groupe, c'est aussi de pouvoir explorer ces pétages de plomb, en fait. Ces situations-là qui vont aussi amener quelque chose que je pense qui peut être super intéressant, c'est de l'adversité au sein du groupe. C'est-à-dire que effectivement, je dis n'importe quoi, si t'as un personnage qui est kleptomane, enfin qui a une tendance à la kleptomanie, et que il se met à avoir besoin d'assouvir des trucs, assouvir ça et qui va voler les autres, à un moment, ça peut créer des conflits aussi au sein du groupe, en fait. Et ça, ou même voler des trucs genre sur une scène de crime et que après il se fait capter. Enfin, ça peut vite. Oui. Exactement, il met en péril les enquêtes. Là, du coup, ça va créer aussi d'autres dynamiques entre les joueuses et leurs personnages, quoi, en fait. Donc, ça, je pense que ça peut être super intéressant à explorer, effectivement, quoi. Je sais pas s'il y a autre chose que tu voulais ajouter. Non, pas forcément. On retrouve un peu l'ambiance, enfin le style Brindlewood Bay, je trouve, on le retrouve.
on le retrouve bien, notamment au fait d'expliquer sa fin, alors son hypothèse. Et là, tu nous as laissé un temps fixe. Est-ce que c'est donné comme ça ou c'est toi qui l'as joué comme ça Il y a quand même une idée que tu dois, à un moment, tu as un délai qui t'est donné par la piston pour rendre ta copie. Parce que sinon, je pense que ça pourrait durer très longtemps, en fait. Parce que c'est plus ouvert que Brindlewood Bay, où tu retrouves la structure un peu classique de... Il y a un endroit, puis t'as 6 suspects possibles, quoi, tu vois. Ouais, tu vas interroger tout le monde, et voilà, après... Voilà, là, je trouve que c'est plus ouvert, en fait, sur ce que tu fais. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que c'est bien de donner une sorte de timer pour faire la mission, pour éviter le truc où ça tourne en rond, quoi. Ouais, En fait, et puis on s'arrête plus. Puis comme on crée tout, on peut aller, tu vois. On peut aller à l'infini, quoi. Ouais. Oui, voilà, exactement, ça peut aller à l'infini, quoi. Ben oui, je serais bien tenté de reprendre du service pour une nouvelle enquête. Ouais. En tout cas, moi, je conseille vraiment d'aller, si vous aimez jouer dans les univers contemporains, je conseille vraiment d'aller essayer le jeu. Voilà, c'est donc le jeu, comme on le disait, il est disponible sur Itch.io. Je veux dire, c'est le mal, Itch.io, c'est c'est le site de la tentation. Voilà, il est proposé à un prix de 15 € et on peut aussi en faire l'impression à la demande via Lulu, si on veut. Parce que c'est vrai que le jeu est chouette, hein. Il y a vraiment des illustrations, il y a de la mise en page, il y a un style qui est donné au... Je veux dire, moi je l'ai en PDF, mais j'avoue que je me dis que ça fait partie de ce temps. Tu vois, j'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir la version physique, quoi, en fait. Il y a un côté cool à avoir la version physique du jeu, quoi. Ouais. Bah, il est en vente sur Lulu à 25 GBP. Je crois que c'est des livres sterling, non? Ouais. Je sais pas pourquoi c'est en livres sterling. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est vrai, ça? Je sais pas pourquoi j'ai un pound sur mon livre. Attends, je vais regarder. Est-ce que tu t'es exilé fiscalement au UK, c'est ça, monsieur Schultz? Attends, si moi je le... T'es sûr? Hop. Moi, il est en euros, hein. Je l'ai à 29,16 €. Ok, bon, écoute, je sais pas. Tu vois? C'est bizarre. Je dois être localisé, j'ai déménagé. Voilà un truc bien étrange pour section recherche. C'est ça. T'habites en Alsace, mais en Angleterre. C'est ça. On a fait le Alsace-Xit. Ouais, c'est ça. Ouais, bien. Déjà que vous avez plus de jours fériés, c'est ça. Décidément. Bah oui, c'est ça. Et... Vous pouvez pas vous empêcher de vous faire remarquer. Ouais, bah oui. Non, mais il y a eu en plus, je crois qu'ils ont demandé à être. Il y a eu une demande pour sortir des grandes régions, pour dire bon, allez, on veut bien que vous fassiez vos grandes régions, mais nous, l'Alsace, on voudrait bien être quand même notre petite région, faire sécession de région. Votre autonomie. Ouais, c'est ça. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, oui, allez-y, si vous aimez bien ce jeu et qu'on vous conseille vraiment. Ouais. Voilà, nous on se retrouve le mois prochain. Mais oui, comme toujours. Ouais. Voilà. Avec peut-être des surprises, on ne sait pas. Parce que ce sera la fin de l'année. C'est la fin de l'année, c'est la fin de la saison. C'est la fin officielle de la saison. Ouais, parce qu'on fatigue là, on fatigue. Oui. Ouais. Vous ne le voyez pas parce qu'on n'a pas la vidéo, mais on a l'air fatigué. On a heureusement que... J'avoue que j'ai l'impression que survivre après le mois de mai, ça devient... On se traîne un peu, quoi. Ouais. On le sent que... Il faut se remettre de tous ces jours fériés, je pense. L'année prochaine, on va se faire carotter le 1er 8 mai qui tombe des samedis, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, on aura... T'as déjà regardé ça? On les sentira beaucoup moins. Ah oui, mais moi, bien sûr. Attends. Moi, je suis dans l'optimisation du jour férié. Hein. Franchement, ça fait des années que ça dure. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Schutz. Ouais. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission consacrée au jeu de rôle. Tout à fait. De façon régulière ou un peu spéciale. Et puis, de toute façon, il y aura une nouvelle émission du podcast la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao.
Cette émission, enregistrée à distance le 18 mai 2026, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.